La mort n'attend jamais que l'on soit prêt. Elle se contente d'arriver comme un invité impoli qui ne sait pas annoncer et qui refuse de repartir. Si cette histoire résonne en vous, si elle vous rappelle l'importance d'un simple geste, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et bien sûr à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. C'est en engageant la conversation que les mémoires, même les plus silencieuses, continuent de vivre. La chambre 302 sentait le désinfectant, la solitude et le temps qui s'effiloche. C'était une odeur familière, presque une signature pour Léa, infirmière en soins palliatifs depuis bientôt 10 ans. Une symphonie olfactive de fin de partie jouait en boucle dans les couloirs blancs et impersonnels de l'hôpital Saint-Michel. Un lieu où l'espoir se mesurait en milligrammes et le temps en bip de moniteur. Pour Léa, ces derniers temps, cette odeur devenait étouffante. Le burn-out, ce monstre moderne, lui murmurait à l'oreille, la menaçant de la vider de cette empathie qui était à la fois son plus grand atout et sa plus grande vulnérabilité. Elle enchaînait les gardes, devenait mécanique, se protégeait derrière un mur de professionnalisme froid pour ne pas sombrer avec chaque patient qui partait. Et puis, il y eut l'A302. Dans cette chambre, une note discordante s'était ajoutée au mélange. L'odeur subtile du papier jauni et de l'encre séchée. Une odeur de vie passée. Le patient de l'A302 s'appelait Arthur Moreau. Sur son dossier, une fiche technique de fin d'existence, 87 ans, insuffisance cardiaque terminale, pas de famille connue, admis il y a 3 semaines. Pour le système, un lit à gérer. Pour la plupart du personnel, pressé par le tic-tac incessant de l'urgence, il était le papy de l'A302. Un corps frêle et presque inerte, une ombre branchée à des machines qui quantifiaient son lent effacement. Un cas triste, mais un cas parmi tant d'autres. Mais pour Léa, dont l'armure commençait à se fissurer, Arthur Moreau devenait une énigme silencieuse. Elle l'avait remarqué dès le premier jour. Contrairement à beaucoup de patients perdus dans le brouillard de la morphine, Arthur avait un regard. Un regard d'un bleu délavé, presque gris, mais qui par éclair brillait d'une lucidité féroce, presque dérangeante. Il ne parlait plus, sa gorge nouée par la faiblesse et peut-être par une vie de silence accumulé, mais ses yeux, eux, criaient. Ils observaient, jugeaient, se résignaient, et parfois, très rarement, il semblait s'amuser du ballet absurde qui se jouait autour de lui. « Alors, monsieur Moreau, on fait la tête aujourd'hui ?» lui avait lancé Léa une après-midi en changeant sa perfusion, plus pour se parler à elle-même que pour obtenir une réponse. « Les haricots verts de la cantine ne vous ont pas inspiré, hein ? Je vous comprends. On dirait qu'ils ont été bouillis dans de l'eau de vaisselle triste. J'ai l'impression que le cuistot a un doctorat en extermination de saveurs. » Elle avait cru voir l'esquisse d'un sourire au coin de ses lèvres parcheminées. Un simple tressaillement, si fugace qu'elle aurait pu le rêver. Mais c'était assez. Assez pour percer un petit trou dans son armure. Assez pour qu'elle commence à voir au-delà du patient grabataire et se demander qui était l'homme avant la maladie. C'est en rangeant sa table de chevet, une tâche mécanique pour donner un semblant d'ordre au chaos de la faim, qu'elle le trouva. Coincé sous une boîte de mouchoirs vide et une vieille revue. Un carnet. Un simple carnet noir, à la couverture usée, presque douce au toucher. Intriguée, elle le prit. Il avait un certain poids, le poids des mots et des années. Sa première impulsion fut de le refermer. C'était une intrusion, une violation de l'intimité la plus sacrée. Mais ensuite, elle croisa le regard d'Arthur, fixé sur elle, puis sur le carnet. Il avait vu. Et dans ses yeux, il n'y avait pas de colère. Il y avait une invitation, une autorisation muette, ou peut-être, se dit Léa, le dernier espoir d'un homme qui ne voulait pas disparaître complètement. « C'est à vous, ça ?» demanda-t-elle à voix basse en le tenant en l'air. Un clignement de yeux lents. Un seul. Léa décida que c'était un oui. « Vous voulez que je vous lise quelque chose, monsieur Moreau ?» Un autre clignement tout aussi lent. Affirmatif. Elle prit la chaise en plastique inconfortable, l'approcha du lit et s'assit, sentant le regard des autres infirmières dans le couloir. Elle savait ce qu'elle pensait. Sa collègue et amie Sylvie lui avait dit la veille. « Léa, tu t'investis trop, fais attention. Ce service, il te prend tout si tu le laisses faire. » Léa ignora la petite voix de Sylvie dans sa tête et ouvrit le carnet à une page au hasard. Sa voix, habituellement assurée et professionnelle, était un peu hésitante. « D'accord, voyons voir.
titre « Éloge de mon chat, ce tyran domestique ». Elle se racla la gorge, surprise par la légèreté du titre. Il s'appelle Midas, mais il n'a rien de royal. C'est une boule de poil noire, avec l'arrogance d'un empereur romain et la grâce d'un sac de patates qui tombe du 5e étage. Il ne m'aime pas, il me tolère. Il tolère mes mains qui le nourrissent, le canapé sur lequel il daigne s'étaler et la chaleur de mon lit qu'il colonise sans vergogne. Et pourtant, chaque soir, quand ce petit despote velu se blottit contre mes pieds, je me sens un peu moins seule au monde. Midas, ce salopard magnifique, est la preuve que l'amour n'a pas besoin d'être réciproque pour être essentiel. Un silence s'installa, seulement troublé par le bip régulier du moniteur. Léa releva les yeux, et elle le vit. Un vrai, un authentique, un minuscule sourire qui étirait la commissure des lèvres d'Arthur. Et une larme, une seule, qui traçait un sillon sur sa joue diaphane. Ce fut le début de leur rituel, un pacte silencieux. Chaque jour, quand le service était plus calme, Léa venait s'asseoir près de lui. Elle prenait sa main, une main d'une froideur de papier, dont la peau fine laissait deviner le réseau des veines, et de sa voix douce, elle lui lisait sa propre vie. Elle devint la narratrice de ses souvenirs. Elle découvrit l'homme derrière le malade. Arthur Moreau avait été libraire, propriétaire d'une petite boutique nommée Le Maupassant, un homme de mots et de papier qui passait ses journées à conseiller des mondes aux autres et ses nuits à construire le sien. Elle lut des textes d'une drôlerie féroce sur les clients de sa livrerie. Elle fit la connaissance du chasseur de best-sellers qui ne voulait que le top des ventes, même si c'était un manuel de plomberie. Elle rit en lisant le portrait de la poétesse torturée qui soupirait devant chaque rayon comme si le poids de la littérature mondiale reposait sur ses frêles épaules. Elle sourit en découvrant l'historien amateur qui le corrigeait sur la date de la bataille de Marignan alors qu'il cherchait un livre de cuisine. Aujourd'hui, un jeune homme est entré, lui Léa un après-midi. Il avait un de ces téléphones intelligents greffés à la main. Il m'a demandé où se trouvait le rayon « développement personnel ». Je lui ai indiqué la philosophie, de Socrate à Camus. Il m'a regardé avec des yeux ronds. « Non, un truc rapide, vous voyez, 5 étapes pour être heureux ». Je lui ai souri et lui ai dit que si le bonheur tenait en 5 étapes, l'humanité s'ennuierait depuis longtemps. Il a acheté un livre sur comment devenir riche en 30 jours. Je crois qu'il a confondu bonheur et compte en banque. Pauvre garçon. Il cherche un mode d'emploi pour une machine dont il n'a même pas lu le titre. La vie. Léa gloussait, et parfois, le bip du moniteur cardiaque d'Arthur s'accélérait légèrement, comme un écho lointain de son propre rire. « Vous étiez un sacré filou, monsieur Moreau », lui disait-elle en refermant le carnet. « Un cynique au grand cœur. » Sylvie l'a surpris un jour, sortant de la chambre, un sourire aux lèvres. « Je ne comprends pas ce que tu fabriques là-dedans », lui dit sa collègue en secouant la tête, un mélange d'inquiétude et d'incompréhension. « Tu passes 1 heure avec un patient, tu ne réponds pas. Tu as 3 autres appels en attente. Tu vas te brûler, Léa, on ne peut pas les sauver tous. Notre boulot, c'est de gérer la douleur, pas de devenir leur famille. » « Je ne suis pas sa famille, » répondit doucement Léa. « Je suis sa lectrice. Et peut-être qu'en ce moment, c'est aussi important que la morphine. Pour lui, et pour moi aussi. » Sylvie ne comprit pas, mais la laissa tranquille. Comment lui expliquer ? Comment lui dire qu'elle voyageait dans le temps avec cet homme ? Qu'elle avait assisté à son premier baiser avec Élise sous un porche, un soir de pluie ? Qu'elle avait ressenti sa fierté en accrochant l'enseigne de sa librairie, Le Maupassant ? Qu'elle avait partagé sa colère contre les pigeons qui souillaient son balcon et sa joie simple devant un coucher de soleil sur la mer ? Arthur Moreau lui avait légué sa vie, et elle était devenue la gardienne de son héritage. Ce rituel la sauvait autant qu'il apaisait Arthur. Il redonnait un sens à ses gestes, un sens qui allait au-delà des seringues et des perfusions. Puis, elle tomba sur les textes parlant d'Élise. Élise était le soleil autour duquel l'univers d'Arthur avait tourné. Les descriptions qu'il en faisait étaient d'une tendresse à fendre la pierre. Il ne parlait pas de sa beauté de manière conventionnelle. Il parlait de la petite fossette qui se creusait sur sa joue gauche quand elle était contrariée, de son rire qui avait le son du verre de cristal qu'on effleure,
de sa manie de voler des frites dans son assiette en prétendant que c'était pour contrôler la qualité. Il y avait des textes drôles. L'un d'eux racontait leurs vacances en Italie, où Élise, persuadée de parler couramment la langue après 2 leçons, avait accidentellement commandé 50 gousses d'ail au lieu de 2 boules de glace. « Nous avons senti l'ail pendant 1 semaine », écrivait Arthur. « Même les moustiques nous évitaient. C'était les meilleures vacances de ma vie. » Et il y avait les textes qui serraient le cœur. Un soir, Léa lut celui qui allait tout changer. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre rencontre. 47 ans. Elle n'est plus là pour le fêter. Les gens disent que le temps guérit toutes les blessures. C'est un mensonge de poète paresseux. Le temps ne guérit rien. Il recouvre la plaie d'une fine couche de glace. On apprend à marcher dessus prudemment, mais parfois un souvenir, une odeur, une chanson, et la glace se brise. Et on plonge à nouveau dans l'eau glacée du manque. Aujourd'hui, j'ai entendu notre chanson à la radio. J'ai encore coulé. Mais tu sais, Élise, même au fond de l'eau, il fait moins noir quand je pense à toi. La voix de Léa se brisa sur les derniers mots. Elle sentit ses propres yeux s'embuer. Elle renifla discrètement, essayant de garder sa contenance d'infirmière. C'est alors qu'elle sentit une pression, infime, presque imperceptible, mais indéniable. Les doigts d'Arthur s'étaient resserrés sur les siens. Elle baissa les yeux, le cœur battant à tout rompre. Il la regardait. Son regard n'était plus lointain ni amusé. Il était rempli d'une insondable tristesse, mais aussi d'une gratitude infinie. Pour la première fois, il n'était plus une infirmière et son patient. Ils étaient 2 âmes cherchant à partager un deuil. Le sien pour Élise, le sien à elle pour tous les patients qu'elle avait perdus, pour la part d'elle-même qu'elle sentait s'éteindre. « Elle devait être une femme incroyable, votre Élise », murmura Léa. Un autre clignement lent. « Oui. » Les jours passèrent. Arthur s'affaiblissait visiblement. Les bips de la machine devenaient plus lents, plus erratiques. Le médecin-chef, le docteur Dubois, un homme pragmatique et bienveillant mais débordé, interpella Léa dans le couloir. « Léa, pour le patient de la 302, on entre dans la phase finale, la courbe est claire. Je pense qu'il faut augmenter les sédatifs, lui assurer une fin sans aucune conscience de la douleur. C'est la procédure, c'est plus humain. » Léa éteint sans prendre cette évaporation. Lui enlever sa conscience, c'était lui enlever tout ce qui lui restait. C'était le faire taire une dernière fois. « Non, » dit-elle, avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Pas encore, docteur. S'il vous plaît. Je sais que ça semble étrange, mais il est présent. Je lui lis ses écrits, il réagit, il communique. Ne lui volons pas ça. Pas maintenant. Donnez-lui encore 1 jour, 1 nuit, pour sa dignité. » Le docteur Dubois la regarda, un sourcil haussé. Il voyait la fatigue dans les yeux de Léa, mais aussi une flamme qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Il faisait confiance à l'instinct de sa meilleure infirmière. « D'accord, Léa, mais au moindre signe de souffrance, on n'hésite pas. Merci, docteur. » Ce soir-là, Léa savait que ce serait le dernier. L'air dans la chambre était plus lourd, le silence plus dense. C'était le calme étrange qui précède la fin. Elle n'était pas de service, mais elle était venue quand même, après sa garde. Elle ne pouvait pas le laisser partir seule, pas après avoir parcouru toute sa vie avec lui. Elle s'assit à sa place habituelle, prit sa main glacée et ouvrit le carnet une dernière fois. Que lire? Pas un texte triste sur la mort, pas quelque chose de drôle qui sonnerait faux. Il lui fallait un adieu, un texte qui serait une conclusion, mais aussi une promesse. Elle feuilleta les dernières pages, celle écrite avec une main de plus en plus mal assurée, et elle trouva. Un texte court, sans titre, presque le dernier. Sa voix était un murmure dans la pénombre de la chambre, une berceuse pour un dernier voyage. On dit qu'avant de mourir, on revoit toute sa vie défiler. Quelle perte de temps. J'ai déjà vécu ma vie, je n'ai pas besoin d'une rediffusion. J'espère autre chose. J'espère un seul souvenir, mais un souvenir parfait. Lequel choisirais-je? Pas notre mariage, trop de monde. Pas la naissance d'un succès, trop éphémère. Non, je crois que je choisirais un mardi matin ordinaire. Un mardi d'avril. Le soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant des bandes de lumière sur le parquet. L'odeur du café que tu préparais, Élise. Le son de la radio qui crachotait une chanson idiote.
Tu étais dans la cuisine, en pyjama, les cheveux en bataille et tu chantonnais faux. Tu t'es retournée, tu m'as vu te regarder et tu m'as souri. Juste un sourire. Pas de grands mots, pas de grandes déclarations. Juste ce sourire, ces cafés, ce soleil et cette chanson idiote. C'était un moment parfait, un moment où tout était exactement à sa place. Si je dois revoir quelque chose, que ce soit ça. Ce n'est pas la fin, c'est le résumé de tout ce qui a compté. Ce n'est pas un adieu, c'est un merci. Léa ferma doucement le carnet. Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant, mais elle n'était pas triste. Elle se pencha vers Arthur. « C'est un beau souvenir, monsieur Moreau. Un très beau souvenir pour la route. Vous pouvez y aller maintenant. Élise vous attend avec un café et une chanson idiote. Elle a sûrement trouvé le moyen de faire brûler l'eau, mais vous l'aimerez quand même. Vous pouvez y aller en paix. Merci. Merci pour tout. » Elle sentit la pression sur sa main, plus forte que jamais. Une pression consciente, délibérée, presque vigoureuse. C'était un message, un remerciement, un adieu. Elle le regarda. Ses yeux bleus délavés la fixaient une dernière fois. Il y avait une paix profonde en eux. Plus de peur, plus de tristesse, juste l'acceptation. Un dernier souffle si léger qu'il ressemblait à un soupir de relâchement. Et puis, le biplomb et continue. Le son que tous les soignants redoutent et connaissent par cœur. Le son du silence final. Arthur Moreau était parti. Léa ne lâcha pas sa main tout de suite. Elle resta là, dans le silence assourdissant, gardienne de ce dernier moment de dignité. La chambre 302 sentait toujours le désinfectant, mais maintenant, elle sentait aussi l'amour, la poésie et la douce odeur d'un café, un mardi matin d'avril. Quand elle quitta la chambre, bien plus tard, après que les protocoles eurent repris leurs droits, le carnet noir n'était plus sur la table de chevet. Il était dans son sac. Personne ne le réclamerait. Il aurait fini dans une benne, avec les effets personnels sans valeur d'un vieil homme sans famille. C'était impensable. La vie d'Arthur Moreau, ses amours, ses rires, ses chagrins, n'étaient pas des déchets. C'était un trésor. Des mois plus tard, la carapace de Léa n'était plus. Elle avait été remplacée par autre chose. Une force nouvelle, plus douce, plus profonde. L'adieu silencieux d'Arthur Moreau avait été une renaissance pour elle. Elle avait compris que son travail n'était pas de lutter contre la mort, une bataille perdue d'avance, mais d'accompagner la vie jusqu'à son tout dernier souffle. Inspirée par lui, elle avait lancé une petite initiative dans le service, les boîtes à mémoire, encourageant les familles à apporter des lettres, des photos, des objets familiers pour les patients en fin de vie. Sylvie, d'abord sceptique, avait été la première à la féliciter en voyant une petite fille lire un conte de fées à sa grand-mère inconsciente. Un dimanche après-midi pluvieux, Léa était chez elle. Elle se fit un thé, s'installa dans son fauteuil et ouvrit le carnet noir d'Arthur Moreau. Elle commença à le relire, depuis le début. Elle n'était plus seulement l'infirmière de la chambre 302. Elle était l'héritière, l'amie silencieuse d'un libraire cynique et magnifique qui lui avait appris que même dans la plus grande des solitudes, une main tendue et une histoire partagée pouvaient transformer une simple fin en un adieu inoubliable. Le silence d'Arthur Moreau avait laissé en elle l'écho le plus vibrant qui soit. L'histoire d'Arthur et de Léa est celle de milliers de rencontres silencieuses qui ont lieu chaque jour dans l'ombre des couloirs d'hôpitaux. Elle nous rappelle qu'au-delà des diagnostics et des protocoles, il y a des vies vécues, des histoires qui méritent d'être entendues. Si ce récit vous a ému, partagez-le. Laissez un commentaire sur ce qu'il vous inspire et abonnez-vous pour plus d'histoires touchantes. Faisons en sorte que la mémoire des Arthur et le dévouement des Léa ne tombent jamais dans l'oubli.